Vous avez sans doute remarqué qu'avec Internet, et maintenant plus avec ChatGPT, qu'on a accès à toute l'information qu'on souhaite. Et pourtant, le système éducatif, scolaire, lui, il n'a pas vraiment bougé. On nous entraîne à apprendre. Et peut-être que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'apprendre pour comprendre. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Grégoire Boss, qui est professeur de psychologie du développement et également de neurosciences cognitives de l'éducation. Il est également le directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle « C'est pas ma faute, c'est mon cerveau », dédié justement aux enfants. Avec Grégoire, on parle de tous nos biais cognitifs, de tous nos biais sociaux, de pourquoi la morale, c'est pas quelque chose de uniforme, pourquoi on se trompe, pourquoi et comment on peut juger de l'information dans une ère où il y a énormément de fake news, comment on fait pour faire attention à la manière dont notre cerveau fonctionne. Un épisode qui va évidemment vous plaire. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Grégoire. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Bah ça va bien. Ça va bien. Vous avez sorti un livre sur les neurosciences pour les enfants. J'aimerais comprendre pourquoi c'est important que les enfants, ou est-ce que c'est possible d'ailleurs, que les enfants comprennent les neurosciences ? En fait, les neurosciences, c'est une façon de pouvoir leur parler de leur cerveau, et on est quand même finalement dans un contexte un peu particulier quand on s'intéresse aux apprentissages, à l'éducation, à la réussite éducative des enfants. Ils doivent faire tout ça en ayant très peu de connaissances finalement sur leur cerveau. Ce qui est un peu un paradoxe quand on y pense, parce que tout ce qui va se passer dans notre vie est quand même très dépendant de nos apprentissages, et nos apprentissages, ils sont fondamentalement dépendants de l'activité de notre cerveau, de la façon dont notre cerveau va se transformer au cours de ces apprentissages. Et c'est aussi un gage finalement de pouvoir être préparé à ces apprentissages et d'avoir le bon état d'esprit vis-à-vis de ces apprentissages, et notamment d'avoir un état d'esprit qui considère que finalement on n'est jamais condamné à être ce qu'on est, on peut toujours changer, on peut toujours progresser, et ça repose quand même sur une caractéristique spécifique de notre cerveau, qui est le fait que notre cerveau peut se reconfigurer, se transformer tout au long de notre vie. Et en quoi de comprendre comment notre cerveau fonctionne, ça permet aux enfants de mieux apprendre ? Finalement, on a quelques données aujourd'hui dans la littérature qui suggèrent, par exemple, que le simple fait d'expliquer à un enfant que son cerveau se transforme au cours des apprentissages, qu'il va fonctionner un peu différemment, ça va promouvoir chez ces enfants ce qu'on appelle un état d'esprit de changement. C'est-à-dire que toutes et tous, si on vous demande en gros, est-ce que vous pensez que l'intelligence est plutôt fixée chez les individus, est-ce qu'elle est plutôt innée, ou est-ce qu'elle relève plutôt de quelque chose qu'on va construire au cours du temps ? Une grande majorité des gens, en fait, si vous testez un peu implicitement ce qu'ils pensent de l'intelligence, ils ont plutôt tendance à avoir une conception assez fixée de l'intelligence. C'est-à-dire qu'en gros, vous naissez en étant intelligent, on est bon en maths, on est mauvais en maths, on est bon en français, on est mauvais en français, comme si tout ça relevait de caractères finalement innés. Alors que c'est pas du tout le cas. Tout ça finalement se construit au cours de nos apprentissages, au cours de nos interactions avec les autres. Et donc, le fait de nous dire finalement que notre cerveau se transforme au cours de nos apprentissages, c'est une façon de promouvoir ce qu'on appelle un état d'esprit de changement. C'est-à-dire l'idée que finalement, je suis pas condamné à être mauvais en maths si j'investis des efforts, si finalement je trouve une motivation à apprendre dans ce contexte-là, je peux progresser. Et donc c'est pour ça que c'est aussi fondamental finalement d'avoir des connaissances sur le cerveau, c'est que ça va transformer en profondeur finalement ma conception implicite des apprentissages. Et ça, c'est une première étape. Et puis la deuxième étape aussi, c'est de se rendre compte que finalement, tous nos apprentissages, ils reposent sur des mécanismes qui sont sous-tendus par l'activité de notre cerveau. Et donc, c'est aussi important d'avoir ça en tête. Finalement, parler de son cerveau, c'est une façon aussi d'avoir une certaine forme d'autoréflexivité par rapport à ces apprentissages. Et ça, on peut le faire très tôt, en fait, avec les enfants. Souvent, on pense que les enfants, ils y arrivent pas parce que c'est trop complexe, c'est trop abstrait comme concept. En fait, pas du tout. C'est très concret, c'est dans leur boîte crânienne, et on peut commencer justement en leur parlant de leur cerveau, à leur parler de tous les processus dont on a besoin pour apprendre, la mémoire, l'attention, ma capacité à réguler mes comportements, ma capacité finalement aussi à comprendre que mes apprentissages s'opèrent dans un contexte social. Tout ça, c'est extrêmement important finalement de le transmettre aux enfants. Si on y pense 2 secondes, on est quand même dans une situation très paradoxale où en fait, on nous demande d'apprendre plein de choses sans jamais nous avoir enseigné comment apprendre.
Et en fait, c'est ça un peu ce qu'on essaye de dire via ces livres, via l'explication du cerveau, c'est de dire, en fait, il faudrait d'abord commencer par enseigner les fondamentaux de l'apprentissage avant d'essayer d'enseigner les apprentissages fondamentaux. Alors justement, peut-être j'ai une question d'abord, c'est à partir de quel âge on peut parler aux enfants de leur cerveau? Et après, c'est quoi les 3-4 justement enseignements sur comment bien apprendre? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut commencer très tôt. Nous, on a écrit un livre pour expliquer comment fonctionne le cerveau à des enfants en dessous de 5 ans. Donc en fait, on peut commencer très tôt. On peut commencer par des choses très simples. On peut simplement déjà lui expliquer ce que c'est qu'un cerveau. C'est quand même une machine formidable. C'est 86 milliards de neurones. C'est 10 fois plus que la population mondiale, connectés entre eux par 1 million de milliards de connexions. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de cette machine absolument extraordinaire qu'on a dans notre boîte crânienne. Et donc, oui, c'est un tissu biologique extrêmement complexe. Et en même temps, c'est quand même extrêmement intéressant de savoir comment ça fonctionne, parce que c'est quand même ce qui, finalement, sous-tend ce que nous sommes. C'est-à-dire l'activité de notre cerveau, c'est finalement nous-mêmes. Je veux dire, c'est toute notre pensée, toute notre activité psychologique. Donc, je pense qu'on peut commencer très tôt. Faut commencer par des choses simples et puis après complexifier un peu. Nous, on a des projets de recherche en ce moment, notamment dans les réseaux d'éducation prioritaire de la ville de Paris, qui accueillent plutôt des enfants qui viennent de milieux sociaux moins favorisés, dans lesquels on fait des cours sur le cerveau. Parce qu'on pense que c'est aussi un vecteur finalement de réduction des inégalités sociales et des inégalités éducatives. Donc ça, on peut commencer très tôt. Et puis, qu'est-ce qu'on doit dire sur les apprentissages? Finalement, dire des choses aussi simples que comment on fait pour rester concentré. Ça paraît trivial, mais finalement, ils vont entendre pendant toute leur scolarité, enfin, soyez attentifs, restez concentrés, et personne ne leur a jamais expliqué ce que ça voulait dire. Et donc, ce qu'on essaie de montrer et ce qu'on essaie d'enseigner finalement aux élèves, c'est par exemple que, en fait, c'est pas possible pour un cerveau humain de s'engager dans plusieurs activités en même temps. On a tous l'impression qu'on peut le faire parce qu'on passe notre temps à faire ça dans notre vie quotidienne maintenant. On a notre téléphone, en même temps on essaie de répondre à des emails et en même temps on parle à notre pouvoir le faire ou à nos amis. Alors on le fait. Mais en fait, si on étudie un peu ce qui se passe, ça a toujours un coût pour l'une ou l'autre des activités parce qu'on s'amuse à distribuer notre attention sur différentes tâches en même temps. Et ça, on n'est pas très bon pour faire ça. On est capable de passer très vite d'une tâche à une autre, mais en fait, on ne peut pas vraiment les faire en même temps. Et donc, ne serait-ce que de dire ça à un élève, c'est aussi une façon ou à un enfant, c'est une façon de le responsabiliser. C'est de dire, OK, tu veux faire 2 choses en même temps, mais sache juste que, en fait, tu feras forcément un peu moins bien ces 2 choses que tu essayes de faire en même temps. Donc, en gros, c'est de lui donner un peu des données là-dessus. On sait par exemple aussi que le simple fait de se poser des questions sur ce qu'on est en train d'essayer d'apprendre, c'est en fait une façon de rester plus concentré, de mieux mémoriser les informations. On a aussi des informations importantes en fait autour des apprentissages. C'est la notion du sommeil. Ça paraît tout bête, mais en fait, on a très peu de connaissances sur la façon dont fonctionne notre sommeil. Alors même c'est absolument fondamental le sommeil pour les apprentissages. On sait que tout ce qu'on va toutes les informations qu'on a traitées pendant la journée vont finalement être de nouveau traitées pendant notre sommeil. On va avoir une réactivation de l'ensemble des réseaux qui ont été activés pendant la journée pendant notre sommeil, et que ça, c'est un des mécanismes finalement de mémorisation des informations. Donc, c'est pour ça que c'est important de dormir. Souvent, quand on aborde la problématique du sommeil avec les enfants, on leur dit il faut dormir pour pas être fatigué. Ouais, d'accord. D'un point de vue argumentatif, c'est pas très bon. Je veux dire, donc c'est assez faible. Ouais, c'est assez faible. Donc évidemment, on les convainc peu. Donc le véritable enjeu, c'est de leur dire, voilà, à quoi ça sert. Et puis on sait que ça a aussi un effet extrêmement important pour la plasticité du cerveau. C'est-à-dire que le simple fait que notre cerveau puisse se reconfigurer rapidement au cours des apprentissages, donc qu'on apprenne en fait mieux et plus rapidement, c'est aussi très dépendant de la qualité de notre sommeil. Donc il y a aussi toute cette question autour de, je dirais, la santé et de la santé de notre cerveau et donc de notre sommeil. On va parler un peu du système éducatif aussi et du contexte dans lequel les enfants évoluent, parce que j'avais reçu la neuroscientifique Sama Karaki il y a une bonne année, on va dire, et elle disait l'un des problèmes, c'est qu'on enseigne mal, c'est-à-dire qu'on enseigne aux enfants à trouver les bonnes réponses, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est pas de trouver la bonne réponse, c'est le processus réflectif par lequel ils vont passer. En fait, finalement, la bonne réponse, la réponse, on s'en moque un peu. Ce qui est intéressant, c'est la manière, le processus par lequel la personne, enfin l'enfant en l'occurrence, passe. Est-ce que vous êtes assez d'accord avec ça, ou est-ce que vous êtes pas du tout d'accord, ou je sais pas. Ça fait un peu finalement, ça rejoint une autre notion importante, c'est que pour apprendre, il faut faire des erreurs.
Et il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. Le cerveau humain, il passe son temps finalement à faire des prédictions, à faire des erreurs. Et c'est précisément ces cascades finalement de correction de ces erreurs dans le cerveau humain qui produisent les apprentissages. Donc là où je rejoins finalement ce que disait ma collègue, c'est l'idée que finalement, en fait, l'enjeu de l'apprentissage, c'est aussi de mettre la focale sur les processus psychologiques qui sont impliqués dans les apprentissages. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très peu, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on explique finalement peu à l'élève, c'est l'ensemble des processus dont il a besoin dans la situation d'apprentissage. Et c'est bien, ça revient finalement à cette idée que finalement, peu importe la réponse, ce qui est important, c'est le processus dans lequel s'engage l'élève. Il peut faire des erreurs à certains moments. Et donc, c'est aussi une connaissance partagée entre l'élève et l'enseignant. Parce que quand on dit il faut expliquer le cerveau aux élèves, mais on oublie aussi qu'il faudrait expliquer le cerveau aux enseignants et aux parents. Bien sûr. Parce qu'on est dans une situation quand même très paradoxale dans cette société, c'est que finalement, on est dans une dimension éducative partagée, on parle de coéducation, fait de finalement ce triangle entre l'élève, la communauté éducative au sens large, parce qu'il n'y a évidemment pas que les enseignants, il y a aussi toutes les autres personnes qui interviennent dans le cadre scolaire et périscolaire, et puis les parents. Et tout ça se fait finalement en triple aveugle. C'est-à-dire que personne n'a des connaissances sur finalement le tissu biologique dont on a besoin pour les apprentissages. Et je crois que ça, c'est un véritable enjeu, c'est-à-dire d'avoir des connaissances sur le cerveau, et puis plus généralement sur le développement cognitif, socio-émotionnel de l'enfant, de l'adolescent, et de l'ensemble des processus dont on a besoin pour finalement apprendre et qu'on engage dans la situation d'apprentissage. Et quand on parle finalement de pédagogie explicite, aujourd'hui c'est beaucoup utilisé pour dire finalement il faut bien définir les objectifs de la situation d'apprentissage. Mais je crois que c'est pas du tout aller assez loin. Quand on parle de pédagogie explicite, ce qu'il faut expliquer, c'est réellement les processus psychologiques qu'on engage dans la situation d'apprentissage. Et ça c'est puissant parce qu'en fait c'est transférable. C'est-à-dire que on n'a plus, c'est plus dépendant d'une situation d'apprentissage en tant que telle. En fait, c'est très général puisque c'est impliqué dans toutes les situations d'apprentissage. Et alors, une question qui va être contextuelle. Est-ce que c'est encore nécessaire d'apprendre, ou en tout cas d'apprendre de la même manière, dans un monde où on a toutes les réponses à portée de doigt sur nos écrans, d'autant plus avec ChatGPT? Est-ce que la problématique, c'est pas d'apprendre à comprendre plus que d'apprendre per se, comme c'était le cas quand nous, on était jeunes, par exemple? Je pense que c'est effectivement tout à fait le cas. Et je crois que la grosse difficulté de notre système éducatif, c'est que il n'est pas encore finalement mature pour se poser cette question-là et pour réellement se transformer au regard de ce qui s'est produit comme révolution en termes d'accès à l'information et d'accès aux connaissances. C'est sûr que au-delà même de ChatGPT, le simple fait d'Internet fait qu'on a accès très rapidement à de l'information. Là, c'est quelques millisecondes. On a tout d'un coup accès à toute la connaissance qui a été créée dans l'histoire de l'humanité. Et on continue finalement à avoir un système éducatif qui consiste essentiellement, je caricature un peu, mais à transmettre des connaissances d'un sachant à un apprenant. C'est plus du tout, je dirais, l'objectif de notre système éducatif. Je dirais, l'objectif, effectivement, c'est la compréhension, c'est aussi l'évaluation de l'information. Je crois que c'est aussi ça qui est absolument fondamental. Pourquoi il faut continuer à avoir des connaissances? Parce que c'est une vraie question. Je veux dire, avec l'ensemble des terminaux que nous avons qui nous permettent finalement de dématérialiser notre mémoire, on pourrait se dire, finalement, qu'est-ce qu'il y a besoin? Pourquoi est-il encore besoin finalement d'apprendre des connaissances? C'est absolument fondamental parce que avoir des connaissances, c'est aussi un gage de pouvoir évaluer d'autres informations. Mais encore une fois, le véritable enjeu, c'est peut-être d'expliquer cela aux élèves. Moi, j'entends beaucoup de professeurs, quand je vais faire des conférences à droite et à gauche en France et à l'étranger, dire, mais finalement, c'est terrible, après cette crise de la Covid, nos élèves ne sont plus du tout motivés, ils sont plus attentifs. Je leur dis, oui, mais enfin, en même temps, ils ont raison. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils se sont rendus compte que toutes les connaissances que nous avions créées ne nous permettent pas, d'une certaine manière, de pouvoir faire face à l'émergence d'une pandémie comme celle que nous avons traversée. Et en même temps, ils sentent de plus en plus, je dirais, le décalage qu'il peut y avoir entre nos sociétés, les compétences dont on a besoin dans nos sociétés, et ce qu'on enseigne à l'école. Donc oui, bien sûr. C'est-à-dire que le véritable enjeu aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir une connaissance de ces outils d'information, de savoir comment évaluer l'information, plus que finalement le simple fait de mémoriser ou d'acquérir des connaissances. Dit autrement, on a besoin évidemment d'avoir des connaissances, mais on a aussi besoin d'avoir finalement explicité beaucoup plus les objectifs de l'acquisition de ces connaissances. Et ça, je crois qu'encore une fois, c'est très peu fait dans notre système éducatif.
On va parler un petit peu de système 1, système 2. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est? Parce que généralement, je pense que très majoritairement, les gens ne savent pas ce que c'est. Et après, on parlera un petit peu de votre théorie autour du système 3, mais d'abord système 1, système 2. Système 1, système 2, alors on va dire tout de suite, c'est deux caractères fictifs. Ils n'existent pas vraiment dans le cerveau humain. Pour autant, en fait, c'est une façon de simplifier un peu l'ensemble des processus psychologiques qu'on a à disposition pour prendre des décisions. Et en gros, pour faire simple, quand on est face à une situation de prise de décision ou une situation de raisonnement, on a deux grands types de processus psychologiques auxquels on peut finalement avoir accès, des processus finalement très rapides, très peu coûteux pour notre système cognitif et qui sont finalement l'ensemble de nos automatismes de pensée. Et on a besoin d'automatismes de pensée. Vous imaginez bien que dans une société comme la nôtre, dans laquelle il faut prendre des décisions absolument tout le temps, a fortiori quand on est sur des réseaux sociaux où on doit se demander finalement est-ce que je partage ou pas l'information, est-ce que je like pas, mais aussi dans notre vie réelle, on passe notre temps à prendre des décisions. Finalement, on a besoin de s'en remettre finalement à des automatismes de pensée, c'est-à-dire des routines. Et ces routines, elles sont extrêmement adaptatives, elles marchent dans plein de situations. On utilise notre routine et ça nous permet globalement de converger vers une décision qui est relativement optimale. Et puis pour autant, dans un certain nombre de situations, on a quand même besoin, et c'est bien ça aussi le propre de l'humain, de réengager finalement une pensée très lente, très coûteuse pour notre système cognitif, mais qui nous permet globalement de ne plus utiliser une approximation, on va dire, mais quelque chose de très exact et qui nous permettent finalement d'engager nos processus de délibération. Et ça nous permet de prendre en considération, par exemple, l'ensemble des informations qu'on a à disposition pour essayer de converger vers la meilleure solution. Et donc ça c'est système 1, c'est nos automatismes de pensée. Système 2, c'est notre système délibératif, finalement, qu'on entraîne beaucoup dans notre système éducatif. Je veux dire, le fait d'apprendre à raisonner de façon hypothético-déductive, c'est typiquement, ça relève de ce deuxième système de pensée. Et en même temps, avant d'aller sur le système 3, ce que je sais, c'est que vous faites parfois des petits exercices pour montrer à quel point le système 1 il est défaillant. Peut-être on peut en prendre un. Je vous ai vu faire un exercice sur un calcul simple. Et en fait, ça montre à quel point le système 1 il peut être défaillant. Ouais, souvent l'exemple qu'on prend, c'est de vous faire un petit test de raisonnement logique. Donc on peut le faire ensemble avec les auditeurs. Le principe est le suivant: si je vous dis une tablette et son étui coûtent 240 €, et si je vous dis ensuite que la tablette coûte 200 € de plus que l'étui, et si je vous demande maintenant combien coûte l'étui, très probablement, la première réponse qui vous passe par la tête, c'est 40 €. On a tous envie de répondre 40 €. Et pourquoi on répond 40 €? Parce que dans l'énoncé du problème, il y a plus que. Et en fait, à partir du moment où on entend plus que, ça déclenche un automatisme qui relève de notre système 1 dans notre cerveau, qui va finalement considérer qu'en faisant une soustraction, 240 moins 200, finalement, on va trouver la bonne réponse. Parce que ça marche dans plein d'autres situations de notre vie et dans plein, notamment, de situations scolaires auxquelles on a été exposé. Sauf que justement, dans ce contexte-là, ça marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas? Parce que si l'étui coûte 40 € et que je vous dis que la tablette coûte 200 € de plus que l'étui, elle vaut donc 240 €. Donc 240 € de tablette plus 40 € d'étui, ça fait 280 €. Alors même que je vous ai dit que la tablette et l'étui coûtaient 240 €. Mais c'est très difficile de pas se laisser piéger par son système 1 dans ce contexte-là. Parce qu'encore une fois, ce système 1, il faut pas lui jeter la pierre. C'est un système qui nous permet finalement d'être extrêmement efficace dans plein de situations de la vie quotidienne. Sauf que dans un certain nombre de situations, qu'on appelle des situations problèmes, des situations pièges, des situations conflits, ça nous amène systématiquement à nous tromper. Et vous n'avez pas donné la bonne réponse, du coup. La bonne réponse, oui, pardon. Parce que généralement, pendant tout le reste de notre conversation, les gens vont se dire, mais pourquoi c'était pas 40 €? Bon, alors, la bonne réponse, c'est 20 €. Mais vous verrez, ça marche très bien. Si l'étui coûte 20 € et que je vous dis que la tablette coûte 200 € de plus que l'étui, la tablette coûte 220 €. 220 € de tablette plus 20 € d'étui, ça fait bien 240 €. Merci. En fait, c'est une équation à deux inconnus et on sait très bien les résoudre. On a appris à les résoudre à l'école, mais évidemment, dans ce contexte-là, on a notre cerveau qui déclenche cet automatisme irrépressible et on a donc beaucoup de mal à y résister.
Et en fait, ce système 1, parfois, on y fait trop confiance. Et la réalité, c'est qu'on a énormément de biais cognitifs. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des biais cognitifs, en particulier dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire où il y a de plus en plus d'informations, mais aussi beaucoup de fausses informations. Et c'est là où on va arriver sur le système 3, je pense, derrière. Ouais. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'effectivement, notre cerveau, parce que justement, c'est un organe extrêmement complexe, il a besoin de beaucoup d'énergie. Donc c'est paradoxal. Notre cerveau, c'est 2 à 5% de notre masse, c'est 20% de notre consommation d'énergie à tout moment et 80% de notre consommation d'oxygène. C'est quand même un tout petit organe qui est extrêmement gourmand en énergie. Donc, pourquoi ce système 1, finalement, il est si populaire dans notre cerveau ? Il est si populaire parce que finalement, il est très économique. C'est-à-dire que c'est un bon moyen, finalement, de maîtriser nos ressources cognitives et nos ressources énergétiques. Donc, dans un certain nombre de situations, il fait émerger des biais, c'est-à-dire, finalement, des décisions non optimales dans un certain nombre de contextes. Alors, il y en a plein des biais. Il y a des biais qui sont plus cognitifs, d'autres qui sont plus sociaux. On peut parler d'un des biais très social, c'est ce qu'on appelle le conformisme social. Le conformisme social, c'est typiquement ce qui se passe quand, dans un groupe, tout d'un coup, une réponse dominante va émerger. Et en fait, indépendamment de ce que vous pensez, vous, réellement, vous allez avoir tendance à vous conformer à l'opinion dominante. Alors, c'est très bien, parce que pour construire des sociétés sociales comme les nôtres, pour vivre en société, on a besoin d'avoir un biais social. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces biais, ils sont adaptatifs dans certains contextes, mais ils peuvent être évidemment extrêmement négatifs. Vous imaginez bien dans des sociétés comme les nôtres, si tout d'un coup l'opinion dominante devient une opinion, je dirais, peu morale, et on en connaît un certain nombre, on voit bien ce qui peut se produire à l'échelle de nos sociétés. Et c'est aussi ce qui crée, je dirais, finalement, un certain nombre de menaces sur nos sociétés. C'est bien ces biais qui sont les nôtres. Alors, parfois, on s'amuse à jouer avec. C'est typiquement ce que font les nudges. Les nudges, c'est une façon d'aller jouer sur nos biais pour finalement amener les individus à se conformer à des comportements qu'on juge être les comportements les plus adaptatifs dans une société, mais pour autant, c'est quand même jouer sur nos biais. Donc ça, c'est un biais, je dirais, très social. Et puis, il y a des biais plus cognitifs. Par exemple, dans le domaine de l'évaluation de l'information, un des biais auxquels on est confronté, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que on a tous des opinions sur un certain nombre de choses, de faits sociaux, je dirais, d'événements dans nos vies personnelles ou dans la vie médiatique. Et la difficulté qu'il y a là, c'est que comme on a des opinions qui sont très forgées, très présentes finalement dans notre cerveau, on a tendance à aller chercher uniquement les informations qui sont concordantes avec nos propres opinions. Et c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que vous négligez toutes les informations qui sont discordantes avec votre propre opinion et vous allez uniquement porter votre attention sur les informations qui sont concordantes. Et donc, c'est évidemment extrêmement délétère parce que ça va forger des opinions qui sont de plus en plus polarisées. C'est exactement ce qui se passe dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'on a des sociétés très polarisées qui, indépendamment des informations qui sont véhiculées par des médias qui ont fait du fact-checking et ainsi de suite, vont avoir tendance à considérer que toute opinion qui est finalement en adéquation avec nos propres opinions sont vraies et toutes celles qui sont discordantes avec nos opinions sont fausses. Et c'est bien là, finalement, tout l'enjeu de ce qu'on appelle notre troisième système de pensée, c'est de nous permettre, indépendamment de nos opinions, qui relèvent plutôt de notre premier système de pensée, de pouvoir justement réussir à penser contre nous-mêmes, c'est-à-dire contre nos propres opinions, pour réengager notre pensée analytique et délibérative qui nous permet finalement d'aller prendre en considération l'ensemble des informations qui sont disponibles, notamment dans les médias, et qui nous permettent finalement de juger de façon plus précise si une information est vraie ou si elle est fausse. D'ailleurs, moi, à travers individuel, moi je lutte avec mes biais cognitifs. Je ne sais pas si c'est des biais cognitifs, mais en tout cas des biais où, en particulier, il y en a deux avec lesquels je lutte en permanence. La peur de manquer ou la peur... il y a cette idée quand même dans notre société d'accumulation qui est très liée à notre cerveau et donc on accumule mais en fait on n'a pas besoin d'accumuler parce qu'en fait il y a rien derrière. Moi je suis pas du tout en danger, il y a pas de lion, il va rien se passer en fait, mais par contre c'est un biais qu'on a dans notre cerveau tous et qui est très délétère parce que ça génère la situation écologique dans laquelle on est. Ça c'est le premier et c'est lié en fait, mais c'est le fait d'avoir besoin de toujours plus. Je pense que c'est très lié aussi à la manière dont notre cerveau
cerveau fonctionne, parce qu'il n'a pas évolué non plus des masses sur les 10 000 dernières années. Et je crois que c'est quasiment les mêmes, mais finalement, ce besoin d'accumulation, plus la peur de manquer, fait qu'on est dans une situation qui est compliquée. Et ça, en fait, je m'en veux pas trop, parce que je sais que c'est la manière dont mon cerveau fonctionne. Et en même temps, j'essaie de lutter contre, parce que je sais que j'ai pas besoin d'accumuler plus, j'ai pas besoin de 3 vélos, j'ai pas besoin de 2 voitures, j'ai pas besoin de tout ça, en fait. Et quelque part, c'est marrant, parce que c'est un biais qu'on a tous et toutes, naturellement. Ouais, complètement. On a aussi beaucoup de difficultés à se projeter dans le futur. Donc finalement, quand on réfléchit à l'ensemble de ces biais, et vous l'avez très bien dit, il y a cette notion déjà qu'effectivement, notre cerveau, paradoxalement, il n'a pas suivi l'évolution extrêmement rapide de nos sociétés modernes. Les tissus biologiques, ça prend énormément de temps à se modifier, parce que par définition, il faut des transformations du génome et ainsi de suite. Donc on reste finalement souvent encore très guidé par, je dirais, des processus qui sont plutôt adaptés à d'autres formats de société, dans lesquels effectivement il y a des ressources limitées, et donc le véritable enjeu, c'est d'exploiter au maximum les ressources. Et donc ça nous amène effectivement à avoir des comportements parfois qui sont complètement décorrélés et des réalités dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et vous avez cité par exemple la crise climatique. Effectivement, une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est encore, du fait de nos cerveaux, très orientés finalement vers l'exploitation des ressources disponibles à un moment donné. Alors que le véritable enjeu pour nos cerveaux, mais c'est très dur, et ça relève là aussi de notre troisième système de pensée, c'est d'arriver à différer les gratifications immédiates. C'est-à-dire de se dire, on utilise en psychologie une petite tâche pour évaluer ça. Vous allez voir que c'est déjà assez proche de ce qui peut se passer dans la problématique du changement climatique et de l'adaptation de nos comportements à ce changement climatique. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder justement la capacité de l'enfant à réussir à résister à une gratification immédiate pour obtenir une récompense plus importante dans le futur. Pour pouvoir faire ça, vous imaginez la situation, vous êtes assis, ou un petit enfant est assis devant une table, et puis on lui donne une guimauve. On lui dit, tu peux manger la guimauve ou le marshmallow maintenant, ou si tu attends, quand je reviens, je t'en donne un deuxième. Et à ce moment-là, vous le sortez de la pièce. Et puis évidemment, vous allez enregistrer tout ce qui se passe dans la pièce pendant que vous n'êtes pas là. Alors vous pouvez la regarder sur YouTube, ça s'appelle le test du marshmallow. Vous verrez tous les comportements des enfants qui essayent de résister justement à la récompense immédiate, c'est-à-dire au plaisir immédiat, le fait d'exploiter directement son environnement pour ressentir le bénéfice. Ouais, pour avoir un bénéfice immédiat qui est le fait de ressentir le plaisir associé à manger une sucrerie, versus ceux qui arrivent finalement à maîtriser leur impulsivité pour pouvoir obtenir finalement une gratification plus importante dans le futur. Et c'est exactement, on est tout le temps dans cette situation-là. À partir du moment où on se fixe des objectifs à long terme, on est dans une situation dans laquelle il faut résister à un certain nombre finalement de tentations immédiates, et ça nous permet justement cette capacité très humaine. On a tout à fait la capacité de le faire. Imaginez déjà que dans cette situation-là, qui est pourtant une situation complexe pour l'enfant, parce qu'il faut, la tâche dure jusqu'à 15 minutes, donc c'est extrêmement complexe pour un enfant de 3 à 4 ans, mais vous avez plus de 2/3 des enfants de 3 à 4 ans qui sont capables d'attendre avant de manger le marshmallow. Alors, vous n'en avez qu'un tiers qui va au bout des 15 minutes. C'est très difficile, quand même, comme situation. Puis, en plus, vous ne savez pas que ça dure 15 minutes. Donc, c'est encore plus dur. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Mais typiquement, c'est exactement ce qu'on doit faire dans le cadre du changement climatique. La question, c'est est-ce qu'on continue à exploiter finalement aujourd'hui l'ensemble des ressources pour avoir un plaisir immédiat sans considérer finalement toute la difficulté qu'il y aura dans le futur. Et donc, tout l'enjeu de nos sociétés modernes, c'est aussi d'arrêter d'être autant orienté vers le présent pour pouvoir finalement s'orienter vers le futur et prendre conscience qu'il y a un certain nombre de répercussions, mais aussi de bénéfices associés à différer son plaisir immédiat et son impulsivité. Je vais revenir sur ce que vous disiez sur le biais social, c'est-à-dire quand il y a, il y en a plusieurs des biais sociaux, mais en tout cas celui que vous avez mentionné, c'est-à-dire quand il y a un groupe qui va dans un sens, plus le fait que il y a un biais cognitif de confirmation d'informations. Et ça, c'est un peu ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et il me semble qu'en particulier pour les enfants, en tout cas les jeunes enfants, ils font pas du tout la différence entre de la fake news et de la vraie news. Et d'ailleurs, on le voit chez les adultes, pour les deux raisons que je viens d'évoquer, et parce que les réseaux sociaux sont structurés comme ils sont structurés, c'est-à-dire avec des bulles de personnes, en fait, les adultes, ils ont aussi beaucoup de mal à faire la différence entre des mauvaises informations et des vraies informations. Peut-être on peut revenir sur les plus jeunes et voir comment ça peut évoluer et comment on peut se prémunir, c'est-à-dire comment on peut mieux réfléchir.
Alors, il y a plein de facteurs qui font que c'est difficile finalement d'exercer son libre arbitre sur ces réseaux sociaux. Il y a ce dont on a parlé, le biais de confirmation, c'est-à-dire on est polarisés les uns et les autres sur un certain nombre finalement de grandes problématiques sociétales, mais aussi sur des choses triviales. On a tous des polarisations et on va avoir tendance à aller chercher plutôt les informations qui confirment finalement nos propres opinions. Et puis on a deuxième chose, on a cette influence sociale. Et cette influence sociale, encore une fois, je le répète, c'est pas toujours négatif. On a besoin, on est des êtres sociaux, on a besoin de construire des sociétés, donc on a besoin de cette influence sociale. Mais dans un certain nombre de contextes, ça peut nous amener effectivement à pas forcément bien juger l'information parce qu'on va être très sensible à qui nous a transféré l'information, qui a partagé l'information avec nous. Et quand on regarde, il y a une étude qui est sortie en 2019, une étude d'Ipsos qui montrait que la défiance, finalement, le degré de confiance dans les médias est extrêmement faible. En France et dans d'autres pays. Mais c'est vrai qu'elle est très forte en France. Et c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'une démocratie dans laquelle les citoyens n'ont plus confiance dans leurs médias, c'est une démocratie un peu malade parce que finalement, à qui on se fie? Et ce que montrait cette étude, qui était finalement encore plus intéressant, c'est que les gens ont essentiellement confiance dans les informations qui sont transmises par les gens qu'ils connaissent dans la vie réelle. Et on voit bien là l'écueil dans lequel nous sommes tous. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est ça qui crée finalement des bulles ou des chambres d'écho sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que finalement, on va avoir confiance essentiellement dans l'information qui est véhiculée par les personnes qu'on connaît dans la vie réelle et que ça va finalement renforcer nos systèmes de polarisation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on regarde chez les adolescents plus jeunes, on a deux difficultés. La première, c'est qu'ils n'ont pas forcément de système de valeurs associé aux sources de l'information. Aussi parce que ils cherchent pas forcément l'information sur les mêmes sites que nous. Ils vont pas forcément sur un certain nombre de grands médias pour aller chercher l'information. La première source d'information des jeunes, c'est YouTube. Donc on voit bien la difficulté dans laquelle on est. Souvent d'ailleurs sur des informations dont on a retiré la source, dans lesquelles la source n'est pas forcément très facilement identifiable. Et on mène depuis maintenant quelques années au laboratoire des recherches justement sur cette question, de savoir à l'adolescence, comment se construit cette capacité à discerner les vraies des fausses informations. Et en gros, ce qu'on montre déjà, c'est que quand on les teste en 6e, sur un certain nombre d'informations, on allait chercher sur des sites de fact-checking des fausses informations, on a essayé qu'elles soient quand même à peu près connues des adolescents, qu'elles ne relèvent pas de connaissances auxquelles ils n'ont pas du tout accès. Et ce qu'on montre globalement, c'est qu'en 6e, ils ont vraiment pas beaucoup la capacité de discerner les vraies des fausses informations. Alors ça se développe au cours du temps, à mesure qu'ils grandissent, ils ont des capacités un peu meilleures pour discerner les informations. On est tous mauvais pour discerner les vraies des fausses informations. Si je vous donne juste un post Insta ou un post Facebook et que je vous demande avec juste la headlines et juste le titre et quelques lignes d'explication est-ce que l'information est vraie ou fausse, vous verrez qu'en fait on est tous pas très bons pour faire ça. Pardon, je vous coupe, mais sauf qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas capables non plus de se questionner sur leur capacité. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'ils vont le prendre comme acquis. Alors qu'en fait, des gens qui ont peut-être un peu plus travaillé sur le sujet, ils vont au moins se questionner. Ils vont aller vérifier la source, ils vont au moins poser la question, quoi. Ben c'est tout à fait vrai, et c'est exactement ce que montrait une autre étude d'Ipsos qui demandait finalement évaluer votre propre capacité à discerner les fausses informations et évaluer la capacité des autres à discerner les fausses informations. Et on voyait qu'il y avait un delta énorme, c'est-à-dire que 70% des gens disaient ouais, moi je suis très bon pour évaluer les vraies et les fausses informations, et ils pensaient que simplement 40% des individus étaient capables de le faire. Et ce delta-là, c'est un biais de surconfiance, en fait. Les gens sont beaucoup trop confiants dans leur capacité à faire ça. Et en fait, on n'est tous pas très bons pour le faire. On peut tous se laisser piéger par des fausses informations, mais a fortiori quand on est jeune. Et la dernière chose qu'on a montrée dans notre étude, qu'on a maintenant répliquée notamment dans 2 pays, on est aussi allé tester d'autres adolescents, parce que vous savez peut-être que la majorité des adolescents vivent en dehors de nos pays industrialisés, donc c'est peut-être bien aussi d'aller faire de la recherche dans ces pays-là. Ce qu'on a montré, c'est que dans ces pays, que ce soit au Maroc ou en France, en fait, la capacité à discerner les vraies des fausses informations, et notamment cette capacité progressive au cours de l'adolescence, elle est très liée à la capacité qu'on a de résister à nos biais de raisonnement. Et donc, ce qu'on dit au labo, c'est que c'est peut-être ça aussi qu'il faut essayer de développer chez les ados. On parle beaucoup d'éducation aux médias à l'information, mais ce qu'on oublie souvent dans l'éducation aux médias à l'information, c'est qu'on a tous un cerveau qui va réceptionner cette information. Et donc, peut-être aussi qu'il y a un enjeu dans cette éducation aux médias à l'information de parler de ce cerveau qui essaye tant bien que mal de se faire une opinion par rapport aux informations auxquelles il est exposé.
Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse simple à la question que je vais poser, mais comment on peut, pour les personnes qui nous écoutent, qui ont sans doute des enfants, faire ça? Comment on peut aider nos enfants, nos adolescents à juger de l'information? Alors, on a essayé de tester ça en fait l'année dernière. On a mené une étude participative et collaborative avec des enseignants dans leur classe en utilisant parfois le numérique à du bon, une plateforme qui s'appelle lea.fr. Et sur cette plateforme, en fait, on essaye depuis quelques années de se dire il faut ouvrir la science au plus grand nombre, il faut que les enseignants viennent travailler avec nous, il faut qu'on arrête, nous, chercheurs, d'être dans notre tour d'ivoire, et il faut qu'on arrive à pouvoir descendre un peu dans l'arène et sur le terrain pour faire de la recherche avec les citoyens, et notamment les enseignants, puisqu'il y a une dimension évidemment éducative à cette question de l'éducation aux médias à l'information. Et donc, on a testé avec des enseignants, on a créé finalement différents types d'interventions, alors des choses qui sont très proches de ce qu'on fait avec l'éducation aux médias à l'information, ça, qui est finalement aussi évidemment quelque chose qu'il faut développer chez les ados, hein, c'est leur dire qu'il faut sourcer l'information. En gros, on est face à une information, on ne sait pas trop si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie. La première chose qu'on doit déjà faire, c'est déjà d'aller regarder quel est le média qui a diffusé cette information? Est-ce que je peux avoir des informations sur ce média? Est-ce que c'est un média fiable? Est-ce que c'est un média qui a tendance à être épinglé dans la presse pour justement diffuser des fausses informations? Il faut aller regarder un peu qui est l'auteur, quel est le type aussi de document. Est-ce que c'est un document qui est un article? Est-ce que c'est plutôt un éditorial qui relève plutôt d'une opinion et plus forcément uniquement de faits médiatiques, et ainsi de suite. Et puis, on a essayé de contraster ça par rapport à une autre intervention dans laquelle on explique tout ça, mais avant d'expliquer tout ça, la première chose qu'on fait, c'est qu'on explique précisément qu'on a des biais. On dit, voilà, quand on a un cerveau récepteur de l'information, une information médiatique, c'est comme n'importe quel type d'information. C'est dur pour notre cerveau de se faire une opinion sur cette information, de savoir si elle est vraie, si elle est fausse. Et faites attention parce qu'on a des biais. Par exemple, si l'information, elle est super émotionnelle, super sensationnelle, si on la trouve finalement hyper rigolote, on va avoir tendance à la partager plus que si elle nous semble très sérieuse, un peu boring. Dans ces cas-là, on a moins tendance à la partager. Et on ne se pose pas forcément la question même de finalement, est-ce que cette information est vraie ou fausse? Alors même que c'est primordial. Normalement, on devrait faire tous très attention aux informations qu'on partage sur les réseaux sociaux. Et donc, on leur explique en fait système 1, système 2, système 3. Donc, ce système fait d'automatisme qui va sous-tendre finalement les biais qu'on peut exprimer dans un certain nombre de situations, dont notre adhésion à des fausses informations. On leur explique qu'on a aussi un système dans le cerveau humain qui nous permet réellement d'aller juger de l'information, d'engager finalement un ensemble de processus hyper analytiques et délibératifs qui nous permettent d'aller chercher justement la source de l'information, qui a créé cette info. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la photo et le texte qui est en dessous de la photo? Toutes ces choses en fait qui nous permettent à nous, aux uns et aux autres, de décider de la véracité d'une information. Et puis ce troisième système de pensée absolument fondamental qui est en gros notre signal stop dans notre cerveau, qui permet de temps en temps de dire attendez, ok, on fait un pas de côté, là on prend un peu de temps avant de se poser la question de savoir si je partage ou pas l'information, parce que d'abord il faut que je détermine si l'information est vraie ou fausse. Et le simple fait de rajouter cette petite explication en fait qu'on appelle métacognitive, c'est-à-dire une capacité pour les adolescents de se questionner sur les processus qu'ils engagent dans la situation d'évaluation de l'information, ça suffit à ce qu'ils progressent un peu plus que quand on leur explique simplement comment sourcer de l'information. Donc, en gros, ce qu'on doit dire aux parents, c'est essayer d'expliquer finalement comment ça marche un cerveau humain. Pour ça, il faut que vous ayez des connaissances, vous aussi, sur le cerveau humain. Mais déjà, dites-leur ça. Dites-leur que on a tous des biais quand on juge l'information, que le problème, c'est qu'on peut avoir des opinions, mais que ces opinions, c'est pas des faits, et qu'on a besoin aussi de confronter ces opinions aux faits, et qu'on a besoin aussi je crois il y a une autre chose qui est absolument fondamentale quand on évalue de l'information, c'est d'accepter une certaine forme d'ambiguïté. Au début, on ne sait pas si l'information est vraie ou fausse. On a besoin d'avoir ce temps, finalement, où on va avoir d'autres informations qui vont venir soit contredire, soit finalement confirmer cette première information, et qu'il faut qu'on soit suffisamment souple, finalement, dans notre système d'évaluation de l'information pour attendre un peu avant de juger si l'information est vraie ou fausse. Et donc, d'ici à ce qu'on sache si elle est vraie ou fausse, peut-être que ça serait bien qu'on évite de la partager aux membres de notre réseau, parce que sinon, ces phénomènes d'influence sociale vont venir évidemment renforcer la diffusion de fausses informations. Mais quand vous décrivez les 3 phases, on voit bien l'énergie que ça demande. Enfin, même moi, entre guillemets, pas que je sois supérieur ou quoi que ce soit, mais je me dis, moi en tout cas, je passe beaucoup de temps à lire plein de choses, et je me dis, waouh, mais en fait, qui a le temps de d'abord se dire ah oui mais en fait ça c'est mon système 1, ah puis en fait du coup j'ai un système 2, donc du coup je suis quand même capable d'avoir un jugement critique, mais en fait système 3 il faudrait que je prenne
prenne du recul et que je vérifie. Et en fait, on voit bien l'énergie que ça demande à notre cerveau de passer par ces 3 phases. Et c'est vrai que majoritairement, les gens le font pas. Donc, avant de l'expliquer à leurs enfants, il faut qu'ils le comprennent eux-mêmes. Mais j'ai fait en particulier un épisode sur le grand remplacement. Et quand je regarde les commentaires, pas sur mon podcast, mais sur des vidéos YouTube, je vois bien que les personnes, elles remettent même en cause les stats de l'INSEE. C'est-à-dire qu'en fait, même l'INSEE, qui est censé être une source hyper fiable, enfin oui, mais bon, c'est un peu, on sait que l'INSEE, ça appartient à l'État français, donc du coup, c'est pas vraiment fiable. Et en fait, il y a cette remise en question profonde, même des institutions auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure, et en fait, ça montre un dysfonctionnement total de la société. Ça peut pas marcher, en fait. Oui, je suis entièrement d'accord, mais c'est aussi parce qu'il faut essayer de prendre ce problème quasiment à la racine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense dans notre système éducatif et dans nos sociétés quelque chose qui soit de l'ordre d'une progressivité autour de ces apprentissages. On le fait très bien sur ce qui relève de l'apprentissage du langage écrit, on le fait très bien pour ce qui relève des mathématiques, on ne fait pas tout de suite des équations différentielles du second ordre, on va d'abord commencer par apprendre à comparer des nombres, à reconnaître les nombres, et ainsi de suite. Mais c'est exactement la même chose sur le développement de l'esprit critique. Je crois qu'effectivement, on l'a bien vu d'ailleurs dans la crise de la Covid ou sur ces problématiques de fait de société où tout d'un coup des gens vont sortir une théorie complotiste ou complètement fantaisiste sur par exemple la théorie du grand remplacement. C'est qu'effectivement dans nos sociétés on va considérer que les faits et les opinions se valent. Et donc, il y a une véritable éducation, finalement, à la culture même scientifique. Qu'est-ce que c'est que la culture scientifique ? Je crois que notre système éducatif, il est plutôt bien armé pour transférer des connaissances scientifiques. D'ailleurs, comme les connaissances scientifiques ont progressé ces 20 ou 30 dernières années, on peut imaginer aujourd'hui que les élèves aient des connaissances sur un certain nombre de phénomènes scientifiques qui soient beaucoup plus poussées que les élèves il y a 20 ans. Par contre, sur la culture scientifique même, sur la méthode que nous utilisons en sciences, je pense qu'effectivement, là, il y a un vrai défaut dans nos sociétés. Et pas simplement chez les élèves, mais aussi chez les enseignants, aussi chez les politiques. On voit bien que souvent, c'est difficile de porter un discours scientifique auprès de la population générale parce que on est beaucoup moins, je dirais, convaincant que la personne qui vient asséner ses opinions à la télévision et qui vous dit que la théorie du grand remplacement existe. Entre vous êtes un chercheur qui dit bah non, les données disent pas ça. Pour autant, vous avez toujours je dirais au fondement même de votre démarche le doute cartésien, c'est-à-dire qu'on passe notre temps nous à douter en tant que scientifique, on remet toujours un peu en cause les résultats, on essaie de comprendre est-ce qu'il n'y a pas des variables qui peuvent expliquer les résultats qu'on a observés, qui sont pas nécessairement celles qu'on a manipulées, mais je pense qu'il y a un défaut de culture sur la production des données scientifiques et sur la méthode que nous utilisons. Pourquoi on utilise la méthode scientifique quand on est scientifique et quand on est chercheur ? Pas parce que ça nous amuse, mais simplement parce qu'on sait et qu'on a conscience qu'on a des biais. Et que si on n'utilise pas la méthode expérimentale, le risque, c'est justement ce risque de biais de confirmation. C'est qu'on aille chercher finalement dans les données ce qui confirme notre hypothèse. Et pour éviter de faire ça, on utilise une méthode expérimentale qui nous permet globalement de s'assurer à peu près qu'on n'est pas trop sujet à nos propres biais de chercheurs. D'ailleurs, j'en profite, on va faire un peu d'éducation en même temps. Est-ce que vous pourriez réexpliquer ce que c'est qu'un consensus scientifique, qui est une expression qui est beaucoup utilisée dans les médias, et je pense que la majorité des gens ne savent pas très bien ce que c'est que le consensus scientifique. Le consensus scientifique, en fait, il vise à ce que des scientifiques qui sont des experts reconnus de leur communauté, qui généralement cette expertise, elle est déterminée par les papiers que nous avons publiés, le fait que ces papiers soient cités. Alors, on voit bien que parfois il y a des petites difficultés parce que quand on prend par exemple un célèbre professeur français, il est très cité et pour autant on voit bien que ces données ne font pas nécessairement consensus, mais c'est vrai qu'aussi le château de cartes est en train un peu de tomber. On se rend compte que il a probablement aussi eu un certain nombre de conduites qui sont pas acceptables dans le domaine de la production de ces données scientifiques. Mais en gros, on essaye de mettre autour d'une table des chercheurs qui ont une expertise, qui ont publié sur le domaine, qui ont des expertises complémentaires, parfois des points de vue très différents, et qui essayent d'évaluer, sur la base d'une analyse systématique de la littérature, l'ensemble des données et des preuves que nous avons et des faits scientifiques dans un domaine. Et ils essayent globalement de savoir est-ce que ces données vont plutôt dans le sens d'une hypothèse ou plutôt dans le sens d'une autre hypothèse. C'est-à-dire qu'on essaie de colliger l'ensemble des données pour avoir une visibilité globale du champ. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, notamment dans le domaine du changement climatique. C'est assez intéressant. Je pense que si on demande aux citoyens et aux adultes aujourd'hui de savoir quel est le degré de consensus autour du changement climatique, je ne suis pas sûr que les gens prennent conscience que globalement, le degré de consensus
autour du changement climatique, pas forcément de l'origine humaine du changement climatique, mais du changement climatique en tant que tel et du réchauffement climatique, c'est de l'ordre de 99% dans la dans la communauté scientifique. Et donc, c'est très paradoxal parce que dans, je dirais, le domaine médiatique, les 1% font un bruit qui donne l'impression que ça serait remis en cause. Et c'est pas du tout remis en cause dans la société, je dirais, dans la communauté scientifique. Il y a un consensus très établi de ce point de vue-là. Un autre sujet qui me semble important, et parce que je vous ai entendu parler dans cette même conférence, c'est la notion de morale. Parce qu'en fait, ou d'éthique, je suis pas sûr de faire bien la différence entre l'éthique et la morale d'ailleurs, mais on a l'impression que la morale, c'est quelque chose qu'on partage tous et toutes, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et parfois, là aussi, notre cerveau, il peut nous jouer des biais. Et je veux bien que vous repreniez l'exemple que vous prenez dans cette conférence qui concerne un chariot, donc, pour vous remémorer. Parce que je trouve que ça pose des questions et ça montre à quel point, parfois, on peut être biaisé. Ouais, effectivement. Et donc, on a, il y a tout un champ de la psychologie qui est la psychologie du jugement moral. Et globalement, ce qu'on essaye d'évaluer, c'est justement comment les gens prennent des décisions éthiques dans un certain nombre de contextes. C'est-à-dire qu'ils respectent un certain nombre de grands fondements de nos sociétés, relatifs par exemple à la vie, à la mort des individus. Et on peut essayer, par exemple, d'évaluer est-ce que les gens, quand ils s'engagent dans une prise de décision, ils ont une prise de décision qui relève plutôt de ce qu'on appelle une morale déontologique, qui relève en fait de principes éthiques qui disent que globalement, il ne faut pas tuer d'autres individus, ou ce qu'on appelle plutôt une morale utilitariste, qui est un ensemble de principes éthiques qui dit qu'en fait, il faut maximiser le nombre de vies sauvées dans une situation complexe. Et donc, pour pouvoir tester ça, le type de morale auquel les individus vont finalement, sur lequel ils vont baser leur jugement et leur prise de décision, on a un célèbre dilemme moral qui a été créé par des philosophes, qui est ce qu'on appelle le dilemme du trolley. Donc le principe est le suivant, imaginez la situation suivante, un trolley ou un tramway file à vive allure sur une voie, et puis il y a 5 ouvriers qui sont en train de travailler sur cette voie, et si vous ne faites rien, le tramway va continuer sa course et écraser ces 5 ouvriers qui sont en train de travailler sur la voie. Mais vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton qui va changer l'aiguillage avant que le tramway ne passe et qui va en fait déporter ce tramway sur une voie secondaire. Sauf que en faisant ça, comme il y avait un ouvrier qui travaillait sur cette voie secondaire, vous allez tuer un ouvrier. Et vous demandez aux gens, est-ce que c'est moralement acceptable d'appuyer sur ce bouton ? Et globalement, vous avez 80% des individus qui vous disent très spontanément que c'est parfaitement acceptable d'appuyer sur ce bouton pour finalement faire diverger la course du tramway et de sauver 5 personnes tout en ayant une conséquence négative qui est de tuer une de ces personnes. Donc finalement, on se dirait, le principe éthique que nous utilisons toutes et tous dans ce type de contexte, c'est d'avoir une morale utilitariste. On essaye de maximiser le nombre de vies sauvées. Et on fait le calcul, 5 vies sauvées, une personne de tuer, et donc finalement... c'est une soustraction à 4. Voilà, la soustraction est une soustraction à 4. Mais imaginez la même situation, finalement, pratiquement, sauf que cette fois-ci, on n'est plus à un aiguillage, vous êtes sur un pont qui passe au-dessus des voies, et on vous donne le dilemme moral suivant. Le tramway est lancé à vive allure sur cette voie. 5 ouvriers sont toujours en train de travailler sur cette voie. Et la seule façon d'arrêter ce tramway, c'est de pousser la personne qui est à côté de vous sur la voie de telle manière à ce que le tramway vienne buter sur la personne et empêche qu'il poursuive sa course et vienne écraser les 5 personnes qui sont en train de travailler. Et vous posez exactement la même question, vous dites à ces mêmes individus, est-ce que vous pensez que c'est moralement acceptable de pousser la personne qui est à côté de vous ? Et à ce moment-là, 80% des individus vous disent que c'est absolument inacceptable de pousser la personne qui est à côté de vous. Et donc, tout d'un coup, on change finalement de critères et de jugement moral ou de principe éthique, et on considère que c'est absolument inacceptable de sacrifier une vie pour en sauver 5. Et donc, on voit bien là toute l'irrationalité humaine. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, on n'applique pas exactement les mêmes principes éthiques. Et finalement, ça relève de quoi ? Ça relève d'un biais qu'on appelle le biais d'omission. C'est-à-dire que c'est tellement inacceptable pour nous d'avoir une conséquence négative quand nous avons agi que dans un certain nombre de cas, nous préférons ne pas agir. Et notamment quand il y a une distance physique
et proche avec les individus. Et donc on voit bien là toute l'irrationalité humaine, elle s'exprime là, l'irrationalité humaine. C'est pas tant d'avoir une morale utilitariste ou déontologique, c'est d'être constant dans les principes éthiques que nous mettons en place quand nous prenons des décisions. Et on voit bien là aussi toute la difficulté de notre société moderne, dans des contextes dans lesquels ça va de plus en plus vite, dans lesquels parfois on n'a pas forcément même construit la réflexion éthique autour des nouveaux phénomènes auxquels nous sommes exposés. L'irrationalité, elle a d'autant plus de chances d'émerger et avec des choix qui vont être très différenciés en fonction du contexte. Et on le voit bien dans la sphère médiatique. On passe, je dirais, l'exposition aux faits aux faits divers est beaucoup plus importante qu'avant. Moi, je suis toujours très frappé de voir à quel point l'opinion maintenant, et même la décision politique, se base sur des épiphénomènes parfois. C'est-à-dire un fait médiatique, tout d'un coup, un fait divers va devenir un sujet de société, alors même que quand on regarde les chiffres, c'est pas du tout, ça se reflète pas du tout dans les chiffres. C'est un épiphénomène, finalement, dans une société qui, par ailleurs, peut avoir telle ou telle caractéristique. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'à ce moment-là, notre compas est guidé uniquement par la dernière information, le dernier fait divers, qui va avoir, finalement, la faveur de la lumière médiatique. Et d'ailleurs, pour reprendre l'exemple du changement climatique, nos modes de vie aujourd'hui, en Europe, enfin en France en particulier, parce qu'on est en France majoritairement, ils ont des conséquences catastrophiques et donc des milliers, voire des millions de morts dans certains pays d'Afrique ou ailleurs sur d'autres zones. Et ça, pour le coup, je sais pas, les gens réagissent pas en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on leur parlait de... En fait, et d'ailleurs, on voit bien la réaction par rapport aux migrants, qui sont la majorité des migrants climatiques. En fait, ça, pour le coup, ça résonne pas. Et pourtant, c'est nos modes de vie. Et du coup, et moi y compris, je suis pas du tout en train de me mettre à l'extérieur de tout ça, mais c'est vachement intéressant de regarder et d'observer que d'un autre côté, les millions de morts, ça pour le coup, enfin, ou les millions, en tout cas des milliers, ça pour le coup, on regarde pas. Et ça montre une des caractéristiques aussi de ce qu'on appelle nos capacités d'empathie. Alors oui, bien sûr, on est très empathique avec les gens avec lesquels on a une distance sociale faible, c'est-à-dire les gens qui font partie de ce qu'on appelle notre endogroupe, notre groupe d'appartenance. On est très empathique. On passe notre temps finalement à s'enquérir de quelles sont leurs difficultés psychologiques, qu'est-ce qui produit cet état mental chez eux. Et c'est plus facile parce que c'est beaucoup plus facile de se mettre à la place de quelqu'un qu'on connaît bien, avec qui on partage sans doute un certain nombre de systèmes de valeurs. C'est évidemment beaucoup plus difficile d'être empathique ou d'être dans l'empathie avec des gens qui font partie, qu'on le veuille ou non, qui sont hors de notre groupe d'appartenance, ce qu'on appelle notre exogroupe. Et effectivement, toute la difficulté, justement, avec la difficulté que peuvent avoir les opinions dans nos sociétés et les citoyens dans nos sociétés, justement, d'être empathiques avec les migrants, c'est précisément ça. C'est que finalement, ils se mettent pas à leur place. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'expériences qui montrent que le simple fait d'être dans une situation immersive dans laquelle vous vous retrouvez à la place d'un migrant permet à votre cerveau justement de faire ce jeu, de se mettre à la place de l'autre, et en se mettant à la place de l'autre, c'est un gage finalement d'être d'une part plus empathique et d'autre part d'être plus tolérant évidemment de la différence des autres. Et c'est ça aussi qu'on dit qui devrait être le fondement de notre système éducatif aujourd'hui, c'est peut-être de travailler justement sur ces compétences qu'on appelle les compétences socio-émotionnelles aujourd'hui, qui sont absolument fondamentales, parce qu'elles sont fondamentale d'une part pour accepter l'altérité, pour accepter l'autre, pour s'accepter soi-même, mais aussi parce qu'en fait elles sont au fondement même de nos apprentissages. Quand on apprend, on ressent des émotions, on apprend en interaction avec les autres, on doit finalement apprendre des autres, savoir finalement qui peut nous aider à progresser, et que donc ça constitue évidemment un champ de compétences qui est pas du tout suffisamment travaillé dans notre système éducatif. Et alors par où on commence ? Admettons, les personnes qui nous écoutent, elles se disent « Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant, il faudrait que je réfléchisse à comment ça marche. » Bon, ils ont commencé par écouter ce podcast, mais par où on commence ? Par où on commence, ça dépend de là où on en est, d'une certaine manière. Si on est adulte, la première chose qu'on essaye de faire, c'est effectivement déjà de prendre conscience de ses biais. On sait que c'est déjà une première étape. D'autre part, on prend aussi conscience que c'est difficile. Je veux dire, on va tous être à un moment sujet à des biais. On en parlait ici. C'est-à-dire que on peut avoir les meilleures intentions du monde. Oui, parfois, quand on est à la fin d'une journée de grève à Paris, quand la personne nous marche sur le pied, on est absolument persuadé qu'elle a fait avec une intention derrière de nous faire du mal. Et c'est évidemment pas le cas. Donc on voit bien qu'on peut être, effectivement, on a des capacités d'inférer finalement les intentions des autres, mais il suffit que la situation soit un peu plus tendue pour que ce soit beaucoup plus difficile. Donc c'est ne serait-ce que ça, c'est-à-dire d'être dans une situation, dans certains cas,
pas en permanence, mais en tout cas dans un certain nombre de cas, d'avoir en tout cas cette, je dirais, volonté de pouvoir faire un pas de côté. C'est à un moment de stopper un peu la course de nos décisions et de prendre ce pas de côté, de prendre ce temps d'une certaine forme d'autoréflexivité par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Donc ça, c'est quand on est adulte, d'une certaine manière, c'est effectivement, et aussi de se faire confiance. Parce que quand on est dans une situation dans laquelle on prend une décision un peu irrationnelle, dans laquelle on raisonne pas forcément de façon optimale, vous vous rappelez le petit problème que je vous ai posé tout à l'heure. Quand vous produisez 40, vous savez quand même que c'est pas la bonne réponse. Vous avez un petit doute qui s'installe chez vous. Et en fait, il faut cultiver ce petit doute. C'est ça qui est absolument fondamental. Faites confiance à votre cerveau. Il est quand même toujours un peu capable de détecter implicitement qu'on n'est pas forcément en train de prendre la bonne décision ou qu'on est en train de se tromper, quand on est dans une situation de raisonnement. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'arriver à cultiver aussi cette sensation qu'on peut avoir ou cette introspection autour du doute qu'on peut ressentir dans un certain nombre de situations. Et puis, si c'est plutôt, je dirais, chez l'enfant, c'est effectivement de construire aujourd'hui un système éducatif qui est capable de faire ça. Et pour qu'il soit capable de faire ça, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on enseigne, à quel moment, et sortir finalement, exactement comme on parlait tout à l'heure, finalement ce tropisme sur les faits divers, ce tropisme sur ce qui nous touche, et finalement, sans regarder la complexité globale du problème, en éducation, il faut faire exactement la même chose. Et ne pas considérer que finalement, l'alpha et l'oméga de nos systèmes éducatifs, c'est d'apprendre à lire, écrire et à compter. Heureusement que c'est beaucoup plus que ça, nos systèmes éducatifs. Et donc, finalement, c'est de repenser le système éducatif en se disant, qu'est-ce qui fait qu'on réussit dans la vie? C'est quoi les compétences qui nous permettent de réussir dans la vie? Je ne parle pas professionnellement, je dis qu'est-ce qui contribue à la réussite éducative? C'est en termes de santé physique, de santé mentale, de bien-être, de plaisir qu'on a à vivre les uns avec les autres. Et on pense un système éducatif qui permet de développer ces compétences. Et ça passe aussi par une meilleure connaissance de son cerveau, des propres processus psychologiques, émotionnels et sociaux qu'on engage dans notre vie quotidienne. Et je pense que c'est un véritable gage finalement de créer aussi des sociétés finalement dans lesquelles on peut mieux vivre ensemble, parce qu'on essaie quand même de faire tout ça sans avoir beaucoup de connaissances sur guide nos choix, c'est-à-dire finalement notre fonctionnement cérébral. Parfait. Merci beaucoup Grégoire. Le podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ou vous voulez ouvrir ou claquer la porte. J'aimerais beaucoup claquer la porte aux inégalités éducatives. C'est un peu ça, finalement, qui m'anime, qui anime aussi les gens avec qui je travaille au laboratoire que je dirige à la Sorbonne. C'est finalement de se dire comment on fait pour construire aujourd'hui un système éducatif qui permette réellement à tous les enfants de réussir et de s'épanouir. Et je pense que c'est absolument fondamental et qu'on ne peut pas continuer à avoir un système éducatif qui se satisfait d'avoir autant d'enfants qui restent sur le carreau et donc autant d'adultes qui vont avoir des vies qui vont être complexes. Et cette reproduction sociale, elle est quand même extrêmement importante en France, beaucoup plus forte que dans d'autres pays de l'OCDE. Et il est temps qu'on fasse une vraie révolution de notre système éducatif. Parfait. Merci beaucoup Grégoire. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.